Bon, on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour la première conférence donc de l'année du cycle des jeudis de la MSHE. Alors pour ceux qui viendraient pour la première fois, je vous rappelle le principe depuis plusieurs années. C'est tous les premiers jeudis du mois à 20 h, une conférence grand public sur des thématiques variées. Donc on va parler de finances et développement durable aujourd'hui, mais on parlera vampires. Je ne sais pas si vous avez vu la programmation le mois prochain avec un spécialiste en lettres des vampires. Et voilà, thématique très variée. En janvier, on a un primatologue qui va nous parler du langage chez les primates. Donc je vous encourage à regarder la programmation. Et vous avez un petit prospectus à l'entrée que vous pouvez prendre avec le programme de cette année. Alors ce soir, pour commencer ce cycle, on a le grand plaisir donc, de recevoir Catherine Refait-Alexandre, qui est professeure d'économie au CREZ, donc à Besançon, et qui co-dirige avec sa collègue Maria un master qui s'appelle Finance et développement durable. Non, Finance et banque durable, excusez-moi. Donc voilà, écoute, je te laisse la parole et merci beaucoup d'être venu nous présenter tes travaux. Merci beaucoup à toi Didier, André, pardon, pour ta confiance, et merci aussi à Julien, notre VP Transition énergétique et sociétale, pour sa confiance pour ce soir. Et bonsoir Anthony. Donc le thème de la soirée, c'est face aux enjeux climatiques, quel rôle pour la finance. Et pour débuter, si ça marche, oui, parfait, je voudrais commencer par dire quels sont les enjeux climatiques. Alors, j'imagine que si vous me faites le plaisir, l'honneur d'être présent ce soir, et je vous en remercie beaucoup, c'est que vous êtes assez sensible aux enjeux climatiques. Mais néanmoins, pour savoir de quoi on parle, je voudrais commencer par un léger rappel. L'été que l'Europe a connu, que le monde a connu, a permis à tous ceux qui étaient un peu sceptiques de se rendre compte de l'ampleur de ce qui était en train d'arriver. Donc évidemment, les océans, les ouragans, l'impact sur la biodiversité. Mais voilà, je pense qu'un petit rappel peut être intéressant. Donc je vais me fonder pour le début de cette présentation sur les rapports du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a rendu son dernier rapport en 3 volets, donc sur l'année 2021 et l'année 2022. Donc, c'est en anglais. Donc j'explicite. Les graphiques que je montre là se présentent l'évolution de la température. Donc sur le graphique de gauche, on a l'évolution de la température depuis 2000 ans. Donc sur une reconstitution du travail des paléoclimatologues initialement, et puis depuis 1850 sur les températures observées. Donc on constate, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. On constate donc évidemment une forte augmentation depuis 1850. Donc pour donner une idée, on observe en 1500 là, ce qu'on appelle la petite ère glaciaire qui a fait baisser la température d'à peu près 0,5 degrés, à peu près 1 degré en France, avec beaucoup de neige, etc. Et donc voilà, là où on est actuellement. Donc sur le graphique de droite, on voit l'évolution donc depuis 1850 avec une forte augmentation depuis les années 1970. Alors, en 2020, on a atteint plus 1,2 degré. Alors, plus 1,2 degré par rapport à quoi? Par rapport à l'ère pré-industrielle, donc 1800 à peu près. En Europe, on a atteint à peu près plus de degrés. Alors, ça, c'est le passé. Maintenant, qu'en est-il de l'avenir? Alors, l'avenir, évidemment, dépend de ce que nous allons mettre en œuvre. Okay, c'est ce que nous dit le premier groupe d'experts du GIEC. Donc, ce qu'on va mettre en œuvre a beaucoup d'importance. Donc, vous voyez la couleur des courbes à peu près? Oui. Alors, la courbe turquoise, c'est donc celle du bas. C'est celle, si on met en œuvre très rapidement des mesures très importantes qui vont permettre d'aboutir à la fin du siècle à peu près plus 1,5 degré, et en 2005, plus 1,6. La courbe bleue nous indique qu'on sera à peu près à 2 degrés.
à la fin du siècle. La courbe orange, donc si on commence à faire des efforts doucement et on les fait vraiment, alors les efforts en termes de quoi, excusez-moi, je ne l'ai pas notifié, les efforts en termes d'émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2, ok. Donc si on est sur la courbe orange, donc on commence doucement à réduire et puis on réduit vraiment après 2050, nous ferons aboutir à une température de plus 3 degrés. La courbe rouge, on reste à peu près sur le trend de léger infléchissement actuel, nous amène à plus 3,5 degrés. Et la courbe marron, si on reste sur l'accélération actuelle, nous fait aboutir à 4,5 degrés supplémentaires à la fin du siècle. Alors, pour que ça parle un petit peu, vous connaissez l'ère glaciaire, hein, vous avez peut-être tous vu l'âge de glace, vous savez que les glaciers arrivaient jusqu'à Lyon, qu'on pouvait aller à pied de Londres à Paris, qui n'existait évidemment pas encore. Ça, c'est moins 5 degrés par rapport à 1800, pour vous donner une idée. Et cette augmentation de température de 5 degrés, la planète l'a connue sur des milliers d'années. Voilà, c'est pour qu'on ait un peu en tête ce que ça signifie, les enjeux climatiques. Alors, quelles conséquences? Parce que plus 4 degrés, ou plus 3 degrés, ou plus 2 degrés, on ne sait pas tellement ce que ça signifie. Donc, les scientifiques, dont je ne suis pas, nous aident au travers des rapports du GIEC. Alors, j'espère que vous voyez le graphique et les couleurs. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a l'évolution des températures dans l'avenir. Et on a ici, à droite, l'impact en termes de probabilité. C'est en termes de probabilité, puisqu'évidemment, les projections des scientifiques se font en termes de probabilité. Donc, en jaune, on a une probabilité modérée que les choses que je vais décrire ensuite arrivent. Rouge, une forte probabilité. Et violette, une très, très forte probabilité de survenance. Le GIEC sépare les différents risques en cinq groupes, on va dire. Le premier groupe qui est ici, c'est l'impact du réchauffement climatique sur les systèmes comme les coraux, l'Arctique, les glaciers, les lieux riches en biodiversité. D'où mes photos de lémuriens et de rhinocéros en début de propos. Ici, on a les événements extrêmes comme les canicules, les sécheresses, les incendies, les inondations, les submersions des terres par les océans. Ici, nous avons l'inégalité des conséquences sur les groupements humains, donc l'inégalité d'impact en fonction des territoires. Dans cette quatrième colonne, les pertes globales, dégradation à grande échelle, les pertes d'écosystèmes et de biodiversité. Et enfin, sur cette cinquième colonne, les changements irréversibles liés au réchauffement, comme la fonte du Groenland ou des glaces de l'Antarctique. Ce qui est très important, outre de voir bien évidemment les conséquences du réchauffement climatique sur chacun de ces éléments, c'est que les conséquences sont totalement différentes en fonction de la température que nous atteindrons à la fin du siècle. Ce qui signifie, entre autres, que le foutu pour foutu n'a pas de sens. Parce que, en fonction des efforts, parce qu'il faut être honnête, ce sont des efforts que nous ferons tous, eh bien, on pourra rester à 1,5, être à 2, à 3, à 4 ou à 5. Et les conséquences ne seront pas du tout les mêmes. Okay. Alors, les conséquences, c'est quoi ? Donc, je disais tout à l'heure, en Europe, les températures moyennes ont déjà augmenté presque de 2 degrés. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Parce que concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, je donne que des exemples dans les slides qui viennent. En Europe, les pertes sur les récoltes ont triplé en 50 ans. Des impacts négatifs sur la santé à cause de la qualité de l'air, par exemple. Des problèmes de ressources en eau. Okay. Ensuite, un point important que je voulais souligner également, c'est quelle différence ça fait d'être à plus 2 degrés par rapport à 1,5. Je préfère ne pas parler des plus 3, plus 4, plus 5. Si on a à plus 2 par rapport à plus 1,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que la fonte de la banquise est un événement qui a une probabilité d'apparition qui sera multipliée par 10. Si on est à plus 2 par rapport à plus 5. Au-delà de 2 degrés, les coraux disparaîtraient complètement. Ce qui a évidemment un impact hyper important sur la biodiversité marine et donc, si on regarde juste l'humanité, sur la richesse halieutique.
Le fait d'être à 2 degrés accroîtrait énormément l'acidification des océans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les petits planctons ne pourraient plus faire leurs coquilles et donc toute la chaîne alimentaire marine serait perturbée, perturbant également bien évidemment la richesse halieutique. Le niveau de la mer augmenterait davantage, ce qui, d'après les prévisions du GIEC, ferait que 10 millions de personnes de plus seraient concernées. Le nombre de personnes touchées par le manque d'eau potable augmenterait de 50%. Pour vous donner une autre ordre de grandeur, par exemple, la probabilité de connaître des épisodes de canicule est 9 fois plus important si on est à plus 1,5, en gros actuellement, par rapport à la situation post-industrielle. Et si on est à 2 degrés, cette probabilité serait 14 fois plus importante. Et bien sûr, ce dont je vais parler ensuite dans la suite de mon propos, les coûts d'adaptation, de transformation de l'économie inéluctables seraient beaucoup plus élevés. Pour parler d'un scénario un tout petit peu plus catastrophique, si on est à plus 3 degrés, ça veut dire que 30% des espèces terrestres disparaîtraient. Pour illustrer, je vous ai mis le hérisson qui est dans mon jardin et l'écureuil qui est dans mon jardin également. Et sans modification de comportement, le réchauffement climatique atteindra, donc, comme je le disais précédemment, plus 3 degrés en 2100. Bon. Donc, face à cette situation, les politiques ont décidé d'agir. En tout cas, ils ont décidé de prendre des engagements. Alors, quels engagements pour décarboner l'économie? C'est-à-dire pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de limiter l'augmentation des températures d'ici 2100. Donc, je vous rappelle les accords de Paris, qui datent de 2015, donc la fameuse COP 21. Des engagements ont été pris par à peu près tous les pays présents. En tout cas, ça a été ratifié par 183 pays en 2016. Les objectifs affichés à l'époque étaient les suivants: contenir la hausse des températures bien en dessous de 2 degrés à l'horizon 2100 et limiter la hausse des températures à 1,5 degré. L'objectif étant d'atteindre la neutralité carbone zen, c'est-à-dire zéro émission nette. Après la COP 21, nous avons eu la COP 26 l'année dernière à Glasgow, où a été signé le pacte climatique. Ce pacte climatique est un engagement de réduire de 45% l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire dans 8 ans, enfin dans 7. Et de réduire massivement les subventions aux énergies fossiles, alors pas de réduire, pardon, je sens que ma phrase est ambiguë, et d'aider les pays en développement. J'en profite pour dire que le financement des pays en développement dans le cadre de la transition énergétique est un sujet très important que j'ai décidé de ne pas aborder parce que j'ai déjà beaucoup de choses que je voudrais parler avec vous ce soir. Le pacte vert pour l'Europe, notamment mené par Ursula von der Leyen, a pour objectif que l'Union européenne atteigne la neutralité carbone, donc d'ici 2050, et envisage une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Au niveau français, nous avons la stratégie nationale bas carbone, qui a mis en place des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'idée étant de diviser l'émission de gaz à effet de serre par 6 par rapport au niveau de 1990 afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, comment décarboner? Comment décarboner? Alors, j'en parle parce que c'est important de le savoir, puisque, évidemment, ça va générer des coûts, et c'est là qu'on va attendre au tournant le secteur financier. Alors, dans le secteur de l'énergie, il va falloir développer des sources d'énergie alternatives qui émettent peu de CO2. Alors, les chiffres qui sont là sont des chiffres qui viennent du Shift Project, et je citerai le Shift Project également sur le chiffrage tout à l'heure. C'est le pourcentage dans l'émission globale de gaz à effet de serre de chacun des secteurs que je cite. Donc l'électricité est responsable de 27% des émissions de gaz à effet de serre. Donc avec une réduction très forte des énergies fossiles qui sont nécessaires et un développement de technologies nouvelles de manière à accroître l'efficacité technologique et le stockage. Évidemment, l'idéal serait de pouvoir stocker l'électricité. Les transports qui sont responsables à 20% au niveau mondial des émissions à gaz à effet de serre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce que je cite là, évidemment, faut pas que je bouge, ce sont juste des exemples. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est juste pour qu'on ait un petit peu en tête ce qu'il va falloir financer.
Donc, par exemple, bien évidemment, le développement d'une mobilité urbaine différente, hein, avec ce qu'on appelle les mobilités douces, stopper l'étalement urbain de manière à limiter les voyages pour le travail, etc. Et favoriser le train. Okay. Favoriser le train, par exemple, entre Paris et Clermont-Ferrand. Je viens d'apprendre tout à l'heure qu'il fallait je ne sais combien d'heures et que ça incitait les gens à prendre l'avion. Donc, par exemple, rénover cette ligne de train. L'industrie, 19% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, pareil, il y a énormément de choses à faire. Mettre en place des nouveaux processus de production, mettre en place des flux circulaires, des matériaux, etc. Les logements, bien évidemment, dont on parle beaucoup en France actuellement, avec une nécessité d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments publics notamment, et bien sûr la sobriété. Je ne parle pas de la sobriété, mais elle coule de source. L'agriculture, enfin, qui est responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre. Une évolution de l'alimentation est nécessaire, par exemple réorienter l'élevage vers des manières d'élever les animaux beaucoup plus qualitatives du point de vue environnemental, avec la norme HQE, et développer les protéines végétales, etc. Et bien sûr, lutter contre le gaspillage alimentaire, hein, puisque au sein de l'Union européenne, par exemple, un tiers des aliments produits sont jetés. Ça, c'est pour décarboner. Après, il va nécessairement falloir que l'on s'adapte à l'augmentation de la température, que l'on se transforme. Et là aussi, il y a beaucoup de choses. Les risques climatiques vont entraîner énormément de modifications. J'accélère, je viens de voir l'heure qu'il était. Il va falloir, par exemple, sur l'alimentation, sur l'agriculture, améliorer le stockage de l'eau, les irrigations. Contre la montée des eaux, il va y avoir, en Bretagne, hein, par exemple, des problèmes de réallocation des villes, des bâtiments, etc. Sur les réfugiés climatiques, il va falloir assurer leur asile, il va falloir les protéger lors des migrations, etc. Donc, d'après le GIEC, il est urgent de mettre en œuvre un développement résilient au climat, en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU, que vous connaissez peut-être sans doute, qui sont des objectifs édictés par l'ONU depuis longtemps, de lutte contre la pauvreté, lutte contre la faim, etc. Donc il y a quelque chose à faire conjointement pour assurer à l'humanité un développement durable et résilient face au changement climatique. Bon. Quel montant? Parce qu'on va parler finance, donc on va parler argent. Alors, c'est un petit peu compliqué de chiffrer exactement le coût des stratégies d'adaptation, d'atténuation. Donc, atténuation, hein, c'est limiter l'émission de gaz à effet de serre. Adaptation, transformation, c'est s'adapter au changement de notre environnement. Alors, sur la transition énergétique, par exemple, la Cour des comptes européenne estime à 11 200 milliards le coût de la transition énergétique de l'Europe de 21 à 30, soit à peu près 1 120 milliards par an, et pour la France, à peu près 145 milliards par an. Okay. D'après l'Agence française pour le développement et I4C, en France, les investissements supplémentaires nécessaires à la transition énergétique sont à peu près de l'ordre de 45 à 75 milliards par an. Okay. Et actuellement, les investissements tant privés que publics qui sont tournés vers la transition énergétique sont évalués à 200 milliards. Donc, ce qui fait qu'à peu près, hein, c'est un chiffrage en gros, entre 65 et 95 milliards d'euros par an sont nécessaires en France. Alors, ça ne parle pas forcément, il faut un ordre de grandeur. La totalité des investissements industriels français par an est 400 milliards. Okay. Et le PIB annuel, hein, pour mémoire, est 2300 milliards d'euros. Okay. Et l'épargne totale des Français, en 2022, s'élevait à 5 810 milliards d'euros en encours, donc c'est l'épargne totale, et les flux nouveaux, sur les 4 derniers trimestres, 162,5 milliards. Donc, ce qui veut dire que même si ces chiffres-là sont importants, il y a une réserve d'épargne que l'on peut rediriger pour financer la transition énergétique. Mais il n'y a pas que la transition énergétique à financer. Il y a la stratégie nationale bas carbone, toute la décarbonation. Alors, d'après l'ADEME, hein, l'Agence de développement,
de l'environnement. La stratégie nationale bas carbone nécessite à peu près 5 milliards d'euros d'investissement supplémentaires annuels. I4C, que je citais tout à l'heure, dans son rapport de 2022, estime qu'il faut 2,3 milliards additionnels par an. Alors, je ne veux pas vous noyer sous les chiffres, c'est juste pour qu'on ait des ordres de grandeur en tête. Okay. D'après le Shift Project, donc, que je citais tout à l'heure, lors de ses propositions pour décarboner l'économie, a fait un chiffrage assez précis. Donc, par exemple, renforcer le train au sein de l'Union européenne, et c'est un budget global, ce n'est pas un budget annuel. Renforcer le train, Paris, Clermont, dont je parlais tout à l'heure, ou des grandes lignes entre les villes, ou des lignes entre Vesoul et Besançon. Renforcer le train, 1 000 milliards d'euros. La décarbonation de l'industrie, 300 milliards d'euros. Rénover les logements privés, entre 5 000 et 8 milliards d'euros. Rénover les bâtiments publics, entre 1 000 et 2 000 milliards. Renforcer les forêts, 70 milliards. Bon, vous l'avez compris, on a besoin d'argent. Bon, et on a besoin d'argent super vite. Alors, on en est où? On en est où? Le GIEC, dans son rapport number 2, souligne le problème de la contrainte financière. Il y en a besoin d'argent, où on est où? Alors, le GIEC dit, bon, depuis 2014, c'est mieux, il y a plus de ressources financières allouées à la finance du climat. Bien. Mais, dit le GIEC, elle reste insuffisante pour la mise en œuvre des transformations, notamment dans les pays à développement, dont je parlerai très peu. Et ce que dit le GIEC, c'est que ces sommes sont majoritairement allouées aux stratégies d'atténuation. Bon, ce qui est bien, parce que c'est urgent de le faire. Mais il est malheureusement également très urgent de mettre en œuvre les stratégies d'adaptation. En Europe, mais partout dans le monde. Okay. Allez, les îles submergées, ce n'est pas en 2050, c'est très vite. Donc il faut très rapidement s'adapter. Alors, en plus, la majorité de ces ressources est d'origine publique. Et ce que souligne le GIEC, c'est que le problème, c'est qu'il y a des États, pas forcément en Europe, mais dans d'autres zones du monde, qui vont très rapidement avoir des problèmes de croissance économique et donc de ressources financières pour financer. Donc, il est absolument nécessaire que se mette en place, normalement, il y a des engagements qui ont été pris, une solidarité entre les pays riches et les pays émergents, et pour ce qui est de l'Europe, que se développe donc la finance verte. Okay. Alors la finance verte, pour faire simple, comme on peut la définir, c'est toute opération financière qui va contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, donc l'atténuation, ou à la transition, donc à l'adaptation. Et il est urgent également que se développe ce qu'on appelle la finance à impact. Alors la finance à impact, c'est une sous-catégorie de la finance verte. C'est une opération financière qui veut faire mieux que la finance verte, c'est-à-dire qui veut vraiment transformer l'économie de manière juste et durable. Donc dans la finance à impact, il y a 3 concepts qui sont importants. C'est l'intentionnalité. Donc je mets en place un projet dont je veux qu'il ait un impact positif pour la planète. Une additionnalité, j'ajoute quelque chose par rapport à ce qui existait déjà. Et une mesurabilité, c'est-à-dire quand je sollicite des fonds pour mettre en place un projet à impact, je m'engage à mesurer l'impact que j'ai. Okay. Donc ce qui va répondre à pas mal de questionnements sur la finance verte que je vais vous exposer ensuite. Bien. Donc j'ai fait le tour des enjeux climatiques hyper rapidement, démontant du constat fait par le GIEC. Maintenant, je vais aller faire le tour de table des acteurs du secteur bancaire et financier. Donc, dans mon propos, je vais là donc, plutôt me concentrer sur l'Union européenne et sur la France, et donc laisser de côté, comme je le disais, le problème extrêmement important aussi, mais je ne peux pas parler de tout, du financement des pays émergents et en développement, dans leur transition énergétique. Alors, on va commencer par les banques, dont on parle beaucoup. Alors, les banques, c'est compliqué parce que les banques en France, comme dans beaucoup de pays, elles ont énormément de missions, ce qui veut dire qu'elles peuvent financer les stratégies que je viens d'évoquer de différentes manières. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le financement intermédiaire. Le financement intermédiaire, c'est quoi? C'est le métier de la banque quand elle collecte les comptes à vue, okay, donc nos salaires, etc., l'épargne bancaire. L'épargne bancaire, c'est quoi? C'est l'épargne qui ne va pas sur le marché financier, pour faire simple. Donc, c'est les comptes sur livret, les livrets A, le livret
de développement durable et solidaire, LDDS. Le LEP, c'est le livret d'épargne populaire, le livret d'épargne logement, et les comptes à vue. Donc ça, c'est de l'épargne purement bancaire, que la banque collecte et qu'elle va utiliser pour octroyer des crédits. Crédit à la consommation, crédit travaux, crédit immobilier, crédit à la trésorerie, le court terme des entreprises et les crédits d'investissement. Donc, par cette collecte et par ces décisions d'octroi de crédit, la banque peut décider d'allouer des ressources financières aux stratégies de transition, d'adaptation, d'atténuation. D'accord ? Alors, je mets ici que le choix de la banque est majoritairement indépendant de l'épargnant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que moi, quand l'université de Franche-Comté me paye et que qu'elle dépose mon salaire sur mon compte en banque, je ne choisis pas ce que la banque va faire de mon argent. Okay. Alors, à nuancer, parce que, je reviendrai dessus après, j'ai quand même un choix, puisque je choisis la banque qui reçoit mon salaire, et que dans mes produits d'épargne, je peux quand même choisir un petit peu ce que je fais. Bien. Mais je voulais dire ça pour l'opposer à ce qu'on appelle le financement des intermédiaires, c'est-à-dire le financement qui passe par les marchés financiers. Okay. Alors, pourquoi je parle des banques et des marchés financiers? Parce qu'en France, depuis fort longtemps, depuis 40 ans, les banques interviennent massivement sur les marchés financiers et drainent notre épargne financière pour la placer. Nous, en tant que particuliers, vous avez compris évidemment ce que je voulais dire. Donc, comment? Les comptes titres, quand on achète des actions directement, les PEA, les plans d'épargne en actions, les assurances vie, que ce soit en unité de compte fonds euros. Alors, les unités de compte, c'est quoi? C'est quand on décide d'acheter, de mettre dans une assurance vie des actions, des obligations du marché financier. Les fonds euros, c'est quoi? Ce sont des placements qui restent dans le bilan de la banque et qui sont gérés par la banque, qui sont majoritairement investis en obligations d'État, par exemple. Ça a son importance pour la suite. Donc là, le choix de la banque est en grande partie dépendant de l'épargnant. C'est-à-dire, je dis à la banque, voilà, moi, je veux acheter un PEA et dedans, je veux acheter des entreprises pétrolières, je caricature, hein, ou au contraire, je veux acheter des entreprises vertueuses. Bien. Et dernier point, qui est important également, c'est ce qu'on appelle l'activité de trading pour compte propre. Ça, c'est quoi? C'est quand les traders des banques en salle de marché investissent pour optimiser la trésorerie. Et là, ils décident vraiment tout seuls, indépendamment de notre volonté, et ils font ce qu'ils veulent. On va faire simple. Okay, bien. Alors, là, c'est le constat. Okay, donc, ça part très noir, mais on va mettre du vert et de l'optimisme après. Bon, ça, c'est le rapport d'Oxfam 2020, qui s'intitule avec beaucoup d'humour jaune, Banque des engagements climat à prendre au 4e degré. Pourquoi 4e degré? Parce que si les banques... Alors, c'est les banques françaises, hein, donc les 6 grands groupes, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel et Banque Postale, si elles continuent comme ça, donc là, on parle de ce qu'elles financent, hein, on est d'accord? On est sur une trajectoire plus 4 degrés. Donc, vous avez compris, c'est catastrophique. Alors, pour vous donner une petite idée, hein, donc c'est le rapport Oxfam, si vous investissez 25 000 € chez BNP Paribas, ça équivaut à faire 9 allers-retours New York-Paris, 25 000 à la Société Générale, vous payez 6 appartements, vous chauffez 6 appartements avec une chaudière à gaz pendant un an. Bien. Alors, ça c'est Oxfam. Je suis allée quand même chercher une autre source, donc je vous ai mis le site. Une société, une association qui essaye de voir un petit peu les politiques. Alors c'est juste oil gas, donc le pétrole et le gaz, d'accord, et qui note les banques. Donc j'ai sélectionné les banques et la France. Donc ça c'est les projets, là c'est les futurs développements et c'est la stratégie de modification. Donc, mon propos, on est bien d'accord, et pas de distribuer des bons points ou de dire ça, j'ai aucun jugement dans mon propos, c'est juste factuel, hein, ce que je dis. Donc la Banque Postale, dont je parlerai tout à l'heure, qui a vraiment mis en place une politique très forte de modification de ses investissements, est verte. Alors c'est la seule française, mais je crois que c'est la seule mondiale. Hein. Là, j'ai sélectionné la France, mais c'était pareil au niveau mondial. Donc voilà. Donc on a du vert, mais on a beaucoup de rouge, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est le constat des banques. Les sociétés de gestion. Les sociétés de gestion, gestionnaires d'actifs,
jouent un rôle très important dans la finance des intermédiaires, la finance de marché. Ce sont les sociétés qui créent et vendent les fonds d'investissement. Donc, soit elles vont sur les marchés financiers, elles sélectionnent des titres, des actions, des obligations, afin de constituer des fonds, par exemple les OPC, par exemple, les organismes de placement collectif. Elles peuvent aussi investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées, donc faire ce qu'on appelle, par exemple, du capital investissement, du private equity. Donc, elles jouent un rôle important puisqu'elles décident de qui financer. Les fonds qu'elles constituent sont achetés soit par les banques, soit directement par les particuliers, soit par des investisseurs institutionnels. Les sociétés qui gèrent les fonds de pension, par exemple. Donc là, j'avais bon espoir que c'était... c'est grand, donc je pense... Alors, vous ne voyez pas le détail, mais ce que vous voyez, c'est du rouge. Voilà, c'est mon propos. Donc, voilà. Bon. Très bien. Alors, on peut peut-être avoir un peu plus d'espoir dans les investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels, ce sont des organismes qui gèrent l'épargne des particuliers et dont l'activité est régie par une loi ou par un règlement. Donc, par exemple, en France, les sociétés d'assurance vie, les mutuelles de santé, les caisses qui gèrent les complémentaires retraites type Corem, Préfonds pour les fonctionnaires, Agir, Arco, etc. Et la Caisse des dépôts et consignations, notamment qui gère l'argent du livret A pour les logements sociaux. Bon, là, il n'y a pas... Ah si, j'allais dire une bêtise. La Caisse des dépôts. Donc, voilà, donc c'est encore rouge. Alors, ça, c'est l'actuel et ça, c'est l'expansion. Donc, et c'est, je suis allée sur le site la semaine dernière, quoi. C'est pas des vieux chiffres. Bon, je continue mon tour de table. Donc, j'ai vu les acteurs qu'on va considérer traditionnels. Alors, on va aller voir les nouveaux acteurs. Dans les nouveaux acteurs, il y a qui? Il y a les fintechs. Alors, les fintechs, ce sont des sociétés qui proposent des services financiers grâce aux nouvelles technologies. Smartphone, intelligence artificielle, etc. Donc, vous connaissez sans doute, par exemple, PayPal, Paylib, MangoPay, enfin, voilà, Card. Donc, elles constituent des nouveaux acteurs du secteur financier et leur part augmente de plus en plus. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas celles que je viens de citer qui sont dans les services de paiement, c'est celles, évidemment, qui vont participer au financement de l'économie. Alors, elles jouent un rôle important dans la transition pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elles ont une petite taille. Elles sont plus souples que les banques. Elles sont de petite taille et on peut raisonnablement considérer que c'est plus simple pour un petit hors-bord de changer de cap que pour un gros paquebot transatlantique. Donc, on peut espérer en elles. Elles ne pâtissent pas l'inertie du bilan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les banques ont dans leur bilan des vieux crédits qui datent d'il y a longtemps, donc qui peuvent expliquer en partie, si on veut être optimiste, les très mauvais chiffres d'Oxfam, par exemple. Les fintechs, non, elles sont petites, elles sont nouvelles. Et, ce qui est un point fondamental, elles disposent d'informations, de systèmes d'information récents et performants. Et ça, c'est un des points essentiels, parce que pour faire de la finance verte, je reviendrai dessus tout à l'heure, il faut savoir traiter l'information efficacement. Et pour ça, il faut avoir des systèmes d'information efficaces. Et comme ces sociétés, par définition, sont nées avec les nouvelles technologies de l'information, elles sont super efficaces par rapport aux banques qui traînent, entre guillemets, des vieux systèmes d'info d'il y a fort longtemps. Parmi ces fintechs, on a les financements le crowdfunding, donc le financement participatif. Donc, c'est des plateformes sur Internet qui vont mettre en relation des contributeurs, donc des épargnants, et des porteurs de projets. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises. Et là, c'est vraiment important parce que les épargnants vont vraiment choisir ce qu'ils financent. Et s'ils ont envie de donner du sens à leur épargne, et financer la transition, ils vont pouvoir le faire directement en choisissant. Donc, ça peut être du financement par don, par prêt, etc. Alors, donc j'ai mis quelques exemples. Donc la plateforme Mimosa, qui finance la transition écologique, agroécologique, etc. Donc j'ai choisi la Bourgogne-Franche-Comté pour vous donner des exemples. Je ne sais pas si, voilà, donc dans le Jura et dans le Doubs, par exemple.
J'ai mis Lumo, par exemple, qui est une plateforme de financement participatif dans les investissements responsables et notamment la transition énergétique. J'ai choisi le biogaz pour mon screenshot. Et puis Zest, voilà, qui est une plateforme de financement participatif dédiée également aux projets de transition écologique et solidaire. Okay. Donc voilà, c'est des exemples de plateformes de financement participatif. Alors, quel rôle, quel montant? Alors, ce financement participatif est en forte croissance, d'accord? Je vous mets là des chiffres, des camemberts qui viennent du rapport de 2020, donc les chiffres ont un petit peu continué à augmenter. Alors, pour vous donner des idées des montants, donc il reste faible, hein, parce que là, le camembert le plus important, qui est le financement par prêt au secteur économique, c'est que 140 millions, ok. Mais ce qui me paraissait important, c'est de voir que, vous arrivez à lire ou pas, ça va? Ouais. C'est le rôle donné à l'environnement. Donc ici, pour le financement par don, on a ici 33% donné à l'environnement. Pour le financement par investissement, des types actions, on a 30% également. Ok, donc je regarde juste le secteur économique. Et ici, par prêt, ça représente 12%. Donc ça veut dire que même si les montants restent assez faibles, la part donnée à la transition écologique est quand même relativement importante et plus importante que dans les secteurs traditionnels. Okay. Alors je termine mon tour de table avec ce que j'appelais les acteurs born to be sustainable, c'est-à-dire ceux qui sont nés vraiment avec cet objectif d'être durables. Donc, les plateformes de crowdfunding, ok, j'en ai parlé, et certaines néobanques. Alors, une néobanque, c'est quoi, hein? C'est une banque qui n'existe que qu'en ligne, ok. Stricto sensu, c'est une banque une société qui ne dépend pas d'une banque. Donc, c'est pas la banque en ligne d'une banque de réseau. Alors, je pourrais par exemple citer Greengot, qui est une banque verte, qui est née pour réduire l'impact carbone. Il y a d'autres acteurs qui également ont voulu naître pour avoir des missions solidaires. Donc la NEF, par exemple, qui a 33 ans maintenant, qui finance des projets solidaires et des projets verts. Le Crédit Coopératif, qui est une filiale du groupe BPCE. Et par exemple, Okido Crédit, qui est une société qui collecte de l'épargne dans les pays émergés pour financer des projets durables ouverts, enfin solidaires ouverts, pardon, dans les pays émergents. Et puis, de nombreux fonds à impact émergent afin d'agir pour le climat et de manière plus globale pour atteindre les ODD. Je vous ai mis les ODD, je bois pendant que vous regardez. Voilà, c'est très joli. Bien, je passe sur les objectifs du développement durable, ce n'est pas le point principal de mon propos. Alors, maintenant, donc on a regardé le passé, présent, regardons l'avenir. Quelles sont les réponses apportées par chacun des acteurs face aux enjeux climatiques? Donc, les engagements. Les engagements des banques. Alors, il faut être honnête, il y a une évolution forte au sein des banques traditionnelles. Alors, dans les engagements. Il y a des engagements des acteurs à atteindre la neutralité carbone dans leur fonctionnement, pas dans leur portefeuille, mais dans leur fonctionnement. Par exemple, BNP Paribas a dit en 2018 je serai neutre. En 2020, BNP dit je suis neutre. Alors, je suis neutre, voilà. Parce qu'ils plantent beaucoup d'arbres, mais ils sont neutres. Okay. Ils sont tellement neutres que je ne sais pas si vous avez vu, mais le Texas, l'État du Texas a dit qu'il n'accepterait plus d'être financé par BNP Paribas parce que BNP Paribas est trop verte pour l'État du Texas. Donc, quoi, ça marche. Bon, bref, je continue. Donc, les banques, les 6 grands groupes bancaires ont pris des engagements en 2019 auprès de l'ACPR, leur autorité de tutelle, de manière à atteindre la neutralité carbone, cette fois-ci de leur portefeuille, crédits et titres. Okay. Oh, un alignement sur une trajectoire de 2 degrés. Alors, vous allez me dire, 2 degrés, c'est pas assez. Certes, mais ils sont à 4 degrés. Donc, notons l'effort. Avec une politique de désinvestissement. Désinvestissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une cession d'actifs trop bruns. Et une politique d'exclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire un arrêt de financement de certaines activités. Okay. À côté de cet engagement qui est français et national, il y a un engagement des banques au niveau international. L'ONU a lancé le Net Zero Banking Alliance. 43 banques
ont signé cette alliance, donc 23 pays, et sur les 43 banques, il y a les 6 plus grands groupes, les 6 grands groupes français. Okay. Donc c'est un engagement de neutralité carbone en 2050. En action, c'est les engagements en action. Alors, les banques de détail, les banques de réseau, qu'avec Maria, nous fréquentons donc au quotidien dans le cadre de notre master. Bon. On a beaucoup discuté avec eux et on voit qu'effectivement, ils ont pris conscience que quelque chose se passait. Ils accompagnent leurs clients dans plus de financement vert. Ils changent leurs outils pour avoir des outils plus adaptés. Okay. Et également, ce qu'ils mettent en place, c'est un accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE, okay, donc responsabilité sociale et environnementale. Okay. Et ce qu'elles font de plus en plus, les banques de réseau, c'est qu'elles prennent en compte des critères extra-financiers dans leur décision d'octroi de crédit. Donc, elles ne regardent pas juste si le projet il est rentable, il va rapporter de l'argent, elles regardent aussi si le projet si le chef d'entreprise s'est posé la question de son impact social et environnemental. Ce que font les banques de réseau, ce que fait également BPI France, que je n'ai pas encore cité, qui fait que je cite un mot. Alors, il faut être honnête, les engagements sont tenus à marche plus ou moins rapide. Le plus rapide étant donc la Banque Postale, on l'a vu, les autres étant plus à la traîne. Alors, des chiffres de la CPR. Alors, pourquoi des chiffres de la CPR? Parce que la CPR, qui est donc l'autorité de tutelle du système bancaire, okay, du coup, publie des rapports pour regarder comment ça évolue. Et donc, je montre par exemple le tableau numéro 2 du rapport de 2021. Exposition déclarée aux énergies fossiles des banques. Alors, soit on est ultra optimiste et on se dit c'est pas beaucoup, soit on se dit ça augmente quand même. Hein. Voilà. Alors, ce que note la CPR, c'est que l'exposition au charbon est assez faible, ouais, mais l'exposition aux hydrocarbures reste importante. Mais bon, on n'est pas encore en 2050. Les réponses apportées par les marchés financiers cette fois-ci. Alors, les marchés financiers, eux, donc les fonds, etc., ont développé énormément de nouveaux produits fondés sur des critères extra-financiers, notamment les fameux critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Dans l'environnement, qu'est-ce qu'on a par exemple? L'émission, l'innovation, l'utilisation des ressources, plus ou moins sobres. Dans le social, on a le respect des droits humains, les conditions de travail, la diversité, l'inclusion. Dans la gouvernance, le droit des actionnaires, la transparence et l'organisation du management, et notamment des problèmes d'indépendance, de diversité et de parité. Donc ça, c'est au niveau de la finance. Au niveau des entreprises, il y a aussi... j'en reparlerai plus tard, mais aussi, évidemment, se développe le ESG. Et il faut pouvoir évaluer les politiques de ESG des entreprises. Donc, se développe beaucoup cette évaluation de l'ESG qui pose problème, je reviendrai dessus tout à l'heure, au sein des agences de notation et au sein de nouvelles entités dédiées, on parlait de nouveaux acteurs qui émergent de manière à évaluer la politique ESG des entreprises. Okay. Et puis, autre nouveauté sur les marchés financiers, des fonds d'investissement dédiés au titre ESG. Par exemple, Mirova, qui est une société à mission depuis l'année dernière et qui n'investit que dans des titres qui respectent soit l'environnement, soit le sociétal, soit la gouvernance. Alors, sur les marchés financiers, qu'est-ce qu'on a? On a un gros développement du compartiment, pour utiliser le terme financier, des titres ESG. Alors, on a par exemple le CAC 40 ESG qui va regrouper les sociétés ayant les meilleures notations ESG. On a un compartiment d'obligations, donc de titres de dette ESG sur Euronext, donc la place boursière parisienne qui regroupe d'autres places boursières européennes. On a des fonds ESG et on a, ce qui pourra peut-être poser problème, j'en reviendrai tout à l'heure, des trackers des produits dérivés. Alors, un tracker, c'est quoi? C'est un placement qui réplique un indice. Donc, vous n'achetez pas les titres de l'indice, mais vous achetez, pour faire simple, des produits dérivés qui répliquent l'indice. Et des produits dérivés, c'est des produits financiers qui vont permettre de se protéger contre la baisse du cours des actions et qui vont aussi permettre de spéculer sur la valeur des actions. Okay. Donc là, on se dit... un financier reste un financier et on se dit, tiens, ça, il va y avoir des dérives. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Des obligations vertes émises par une entreprise, un État ou une collectivité
elles ont pour objectif de financer un projet de transition écologique avec des obligations de reporting. Okay. Donc, là, c'est l'utilisation des 15 milliards levés en 2021 en OAT verte. Donc, les OAT, c'est les obligations d'État français vertes. Donc, ça veut dire que l'État français s'engage à financer avec cet argent-là des projets de transition écologique. Okay. Alors, ce mouvement, qui a l'air quand même un mouvement de fond des banques et des marchés financiers, il est aussi porté par d'autres choses. Il est porté tout d'abord par la réglementation. La réglementation bancaire, tout d'abord. Après, je parlerai de la réglementation des marchés financiers. Du point de vue de la réglementation nationale. Alors, premier outil qui peut servir à financer la transition écologique dont j'ai déjà parlé, c'est le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire, qui est réglementé depuis longtemps par le Code monétaire et financier et qui a connu une modification dans le cadre de la loi Pacte. Les banques ont l'obligation, à hauteur d'au moins 10% des fonds collectés, d'investir dans des sociétés de stratégie bas carbone, enfin des stratégies bas carbone pour faire ça, d'accord. Et puis aussi l'économie solidaire. Depuis peu, les épargnants peuvent aussi choisir de verser tout ou partie de leur intérêt sur leur LDDS à une association qu'ils choisissent. Il y a des associations pour le climat, d'autres pour autre chose, mais c'est pour vous donner une idée, ces intérêts représentaient 1,5 million l'année dernière. C'est quand même une jolie somme. Et donc, d'après la CPR, sur les LDDS, en 2021, 12 milliards ont été consacrés à la transition et à l'atténuation. Donc, 12 milliards, c'est quand même important, et donc c'est une somme que les épargnants décident d'investir dans la transition écologique. Par ailleurs, la CPR et l'AMF suivent tous les ans les engagements climatiques des banques françaises. Okay. Du côté de la réglementation internationale, la réglementation européenne se modifie très fortement à l'heure actuelle pour intégrer les enjeux climatiques dans la réglementation. Donc, par exemple, l'autorité bancaire européenne, qui chapeaute les banques de l'Union européenne, est en train de mettre en place une réglementation sur la finance durable de manière à accroître la transparence des acteurs sur leur investissement, mettre en place des standards sur les obligations vertes et mettre en place une gestion du risque climatique dont je parlerai tout à la fin. D'autres pays vont carrément ont déjà mis en place des désincitations aux investissements marins. C'est notamment le cas de la Chine et du Brésil. Okay. Du côté des marchés financiers, ce critère ESG, qui est vraiment un élément clé, d'accord, puisque ça va être le phare qui guide les investissements, est fortement encadré pour éviter les dérives. En France, il est via le label ISR, Investissement socialement responsable, qui a été créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, qui est actuellement en train de subir une réforme, ou de bénéficier d'une réforme. Alors ce label, il est décerné par des agences indépendantes, il y en a 3 qui décernent ce label, et il est évidemment octroyé à des fonds qui investissent dans des actions, des obligations d'entreprise qui respectent les critères ESG, bien évidemment. Donc pour vous donner une idée, en 2021, 125 sociétés de gestion et 118 fonds étaient labellisés, représentant 469 milliards d'encours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la finance de marché draine une épargne importante et l'alloue à des objectifs ESG. Okay. Alors, ESG, donc ça veut dire qu'un fonds ESG n'est pas nécessairement vert. Okay. Il peut être, on peut très bien avoir une société qui émet énormément de gaz à effet de serre, mais s'il y a moitié de femmes dans son conseil d'administration, on peut avoir une excellente note en ESG. Ce qui est super pour les gens qui ont ça à cœur, mais pas pour ceux qui veulent financer la transition écologique. Donc, il y a un label supplémentaire qui existe, c'est le Greenfin Label, okay, France Finance Verte. Ça, c'est pour le marché. Et pour le financement participatif dont je parlais tout à l'heure, il y a le label Financement participatif de la croissance verte. Okay. La réglementation financière, je vous dis, elle bouge beaucoup. Hein. Donc, deux nouveautés. En 2021, l'année dernière, est entrée en vigueur
une directive sur l'obligation de communiquer sur ses engagements de finances durables, Sustainable Finance Disclosure Regulation. L'idée, c'est quoi? C'est d'obliger les acteurs des marchés financiers à être plus transparents vis-à-vis des épargnants, de manière à ce que les épargnants sachent ce qu'ils achètent. Okay. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est le choix des épargnants à nuancer. Non, pas forcément, parce que des fois, on achète un fonds, on place un fonds dans son assurance vie, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ça, normalement, c'est fini, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Okay. Ça, c'est la première modification. La deuxième modification, elle vient d'être apportée à MiFID II, c'est la directive européenne qui gère les marchés financiers, enfin qui régule les marchés financiers, les marchés d'instruments financiers, MIF. MIF 2 avait déjà obligé les banques, les gérants de fonds, etc., à dresser un profil de risque. Donc tout épargnant qui veut investir sur les marchés financiers doit répondre à un questionnaire pour que son conseiller sache s'il est prudent, pas prudent, etc. Maintenant, il va y avoir un questionnaire pour savoir si l'épargnant souhaite investir dans du E, dans du S ou dans du G. Donc le conseiller aura cette information avant donc de préconiser tel ou tel fonds à son client. Donc, transparence et profil ESG, ça veut dire que la réglementation donne une responsabilité importante à l'épargnant. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on espère que ce mouvement du secteur financier est soutenu par les clients. Okay. Parce que la finance verte, ça peut marcher s'il y a des gens qui veulent investir dedans. Okay. Alors là, plusieurs choses. D'abord, je l'ai déjà dit, il y a une augmentation des fonds levés pour le financement participatif et pour l'ISR. Okay. Alors, on peut avoir deux types de motivation. On peut avoir une motivation qui est vraiment « je veux réduire mon impact carbone ». Dans ce cas-là, il y a des produits, au lieu de raisonner avec le couple standard en finance, rentabilité-risque, c'est-à-dire si je prends des risques, j'ai plus de rentabilité, okay, raisonne avec un triptyque rentabilité, risque, impact. Donc, l'épargnant est rémunéré pas simplement sous forme de sous, mais aussi en forme d'impact. Donc, il y a des produits, par exemple, qui existent où le taux d'intérêt versé par l'entreprise est d'autant plus faible que son impact est positif. Ce qui, évidemment, incite l'entreprise à accroître son impact. Donc, l'entreprise fait des efforts, par exemple, sur son émission de gaz à effet de serre et est récompensée par un intérêt plus faible. Ça, évidemment, ça marche si la motivation de l'épargnant est véritablement de baisser l'impact. Okay. Si la motivation de l'épargnant, c'est simplement d'avoir de la rentabilité. Okay. Dans ce cas-là, il faut avoir bien en tête que les critères ESG sont complètement compatibles avec de la rentabilité, d'accord, pour plusieurs raisons. La meilleure raison, c'est que les actifs bruns, de toute façon, vont perdre de la valeur à terme. Donc, les gens l'ont bien compris, les marchés financiers ont bien compris qu'il y avait des opportunités de profit à réaliser. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte que le CAC 40 ESG est plus performant, donc a une rentabilité plus importante que le CAC 40, tout court, et notamment pendant la crise financière, donc a surperformé pour prendre du vocable de financier. Donc voilà, ça c'est un graphique. En vert, c'est l'ESG. Donc vous voyez que depuis 2013, il est plus rentable que le CAC 40. Okay. Une autre question qui se pose, c'est est-ce que ce mouvement du secteur financier doit être accompagné par la politique monétaire? Alors il y a un débat sur le Green Monetary Policy, c'est-à-dire est-ce que les banques centrales doivent jouer un rôle? Alors, c'est le cas de certaines banques centrales, la Banque d'Angleterre, la Banque de Chine et la Banque centrale européenne a annoncé récemment qu'elle allait mettre en place un tel système. L'idée est quoi? C'est d'inciter les banques à verdir leurs actifs. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de sa politique monétaire, la Banque centrale européenne, quand elle finance une banque, demande en garantie un actif. Okay. Et là, ce que va faire la Banque centrale européenne, c'est qu'elle va mettre des conditions sur le caractère vert ou non de l'actif qui servira en garantie pour le prêt, pour le financement. D'accord? Bien. Donc, ça va être le... Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais pour la politique monétaire dite conventionnelle, en prêtant aux banques directement, et ce qu'on appelle non conventionnelle, qu'elle a mis en place après la crise de 2008, en faisant les rachats de titres directement sur les marchés financiers. Bien. Alors, ça implique, mais pour tout ce que j'ai déjà dit également, une bonne évaluation
de l'impact environnemental des actifs que la banque va exiger. Alors, il y a un débat, je vais le résumer très rapidement. Il y a des économistes qui disent « oui, c'est bien parce que la Banque centrale dispose d'une arme efficace pour inciter les banques à verdir leur bilan rapidement. Okay. » Il y a d'autres économistes qui se disent « non, la mission de la Banque centrale, c'est d'assurer la stabilité des prix. Qui doit verdir les bilans des banques? L'État avec des réglementations contraignantes sur les acteurs non financiers ou éventuellement les épargnants, mais pas la Banque centrale. » Et puis, enfin, une troisième partie d'économistes réconcilie un peu tout le monde en disant « la mission de la Banque centrale européenne, c'est d'assurer la stabilité des marchés financiers. Or, on va le voir tout à l'heure en conclusion, le changement climatique va entraîner de l'instabilité financière, donc forcer les banques à verdir rapidement leur bilan, en fait, est totalement cohérent avec la politique de la Banque centrale européenne. Je me tourne vers mon organisateur. Est-ce que je suis obligée d'arrêter à 21h ou j'ai un peu de rab j'ai du rab? Ok, super, merci. Ça tombe bien. Ok, alors, quelle difficulté à un verdissement de la finance? Ok, donc, j'ai fait un état des lieux, j'ai fait un tour de table, j'ai vu les engagements, j'ai vu comment les acteurs étaient accompagnés dans ces engagements, la réglementation, les clients, la banque centrale. Maintenant, je vais voir ce qui freine. Ok. Premier élément, l'avidité des acteurs financiers. L'avidité, ce n'est pas un terme de moi, c'est le FBI lui-même qui l'a utilisé quand il a enquêté après la crise des subprimes. Donc, je me permets de citer le FBI. Alors, les gens qui travaillent sur les marchés financiers, ils travaillent pour gagner de l'argent. Bien. Recherche de profit, c'est la motivation première. Cette recherche de profit a de nombreuses implications. Premièrement, elle entraîne une déconnexion de la sphère financière par rapport à la sphère réelle. Okay. Et notamment, elle entraîne une déconnexion entre le prix de marché des actifs financiers et ce qu'on appelle la valeur fondamentale d'un actif, c'est-à-dire la valeur qu'il devrait avoir compte tenu de l'économie réelle. Okay. Alors, pourquoi ça pose problème? On peut estimer que ça pose problème en soi, mais ça pose vraiment problème quand on parle, à mon sens, de transition écologique. Prenons l'eau. L'eau est un actif sur lequel il existe bien évidemment déjà des actifs financiers. De la même manière qu'il existe des actifs financiers sur le blé, sur le pétrole, sur le gaz, dont on entend assez souvent parler en ce moment, puisqu'on dit que la spéculation accroît encore plus le prix que ce que devrait être. Okay. Donc ça veut dire qu'une activité spéculative sur l'eau va faire augmenter le prix de l'eau. Peut-être un tout petit peu plus gênant que faire augmenter le prix d'une action d'une entreprise. Bien. Autre exemple, ça engendre des actifs synthétiques, ce dont je parlais tout à l'heure, les ETF. Donc des actifs synthétiques, c'est quoi? Ce sont des actifs qui, en fait, ne participent pas au financement de l'économie. Okay. Donc c'est, je réplique le rendement que me donnerait une action, mais sans l'acheter. Okay. L'imagination, en finance, on a beaucoup d'imagination. Alors, le problème de ça aussi, c'est que les flux financiers, les parts là qu'on essaye de drainer depuis 3/4 d'heure, au lieu d'alimenter l'économie réelle et les stratégies de transition là, alimentent quoi? Alimentent la finance. Comment ça alimente la finance? Quand j'achète un truc qui réplique une action au lieu d'acheter une action, j'alimente la finance et je n'alimente pas l'économie réelle. Les marchés secondaires. Le marché secondaire, hein, c'est les marchés sur lesquels j'achète une action qui ne vient pas d'être émise. Donc j'apporte de l'argent à l'économie réelle quand j'achète une action nouvelle qui est émise, qui va permettre un investissement. Quand je vais sur le marché secondaire et j'achète une action à quelqu'un qui la vend, je finance rien du tout. Je finance une bulle éventuellement, mais pas l'économie réelle. Okay. Ensuite, un autre problème, c'est que parfois, notamment à cause de ce qu'on appelle les rachats d'actions et le versement des dividendes, les flux financiers qui vont du marché financier à l'économie réelle sont plus importants que les flux qui vont de l'économie réelle au marché financier. Okay. Donc à une époque où on a besoin de milliards d'euros, c'est gênant. Okay. Autre problème, la complexité des produits financiers. La sphère de la finance est complexifiée d'une manière hallucinante en 50 ans. Donc j'avais mis
en exemple, hein, les emprunts des collectivités locales qui étaient indexés sur le franc suisse. Donc pour financer une collectivité locale, les financiers ont créé un produit qui était indexé sur la valeur franc suisse euro. Quand ça s'est cassé la figure, des collectivités locales se sont retrouvées dans des problèmes financiers absolument monstrueux. Donc ça, c'est un exemple de complexité. On a eu aussi des trucs extrêmement complexes avec la titrisation, la crise de 2008. Pourquoi c'est gênant ? Parce que ça empêche les épargnants de comprendre dans quoi ils investissent. Okay. Et quand un épargnant il veut investir dans la transition ou dans le social ou dans une bonne gouvernance, il faut qu'il comprenne ce qui se passe. Okay. Et puis, dernier élément, là où c'est gênant, c'est que le rôle du marché et le rôle du prix, qui est un rôle fondamental en économie, parce que c'est un signal qui doit rééquilibrer les flux de l'économie réelle, est complètement faussé. Donc, je reprends l'exemple de l'eau et de la spéculation, d'accord ? La spéculation peut rendre intéressante la rareté. Si je spécule sur l'eau, j'ai intérêt à ce que l'eau devienne rare. Ce qui peut poser quelques petits problèmes. Bon. Et elle accroît donc la déconnexion entre le prix de marché et la valeur fondamentale. La réglementation, évidemment, essaye de contrer tout cela avec des réglementations qui essayent d'améliorer la transparence, okay, et la simplicité. Bien. Je ne rentre pas dans le détail, dans le débat qui anime les économistes financiers depuis des siècles, c'est-à-dire est-ce que la réglementation peut faire mieux fonctionner les marchés ou pas. Je préfère parler du greenwashing. Le greenwashing, okay, c'est quoi ? C'est je communique énormément, mais je ne fais pas beaucoup. Okay. Donc la finance, tout a l'air très vert, la finance a l'air de se verdir, les banques sont toutes très vertes, etc. Mais il faut donc se méfier. Donc je dis que je suis vert, mais en même temps, je continue à financer les hydrocarbures. Alors, j'ai mis Perle de Greenwashing, c'est un site sur tous les secteurs, c'est assez rigolo si ça vous intéresse. Bon, bref, parce que dans tous les secteurs, il y a du greenwashing, on est bien d'accord. Je pourrais parler de L'Oréal, je pourrais parler... Enfin, bref. Alors, conséquence du greenwashing. Pourquoi c'est grave ? Docteur. Premièrement, c'est du temps et du capital alloué à la communication qui pourrait être alloué ailleurs. Pendant qu'une banque dit qu'elle fait du vert, elle ne fait pas de vert. Donc c'est gênant. Ensuite, ça veut dire que le capital, il est alloué à du brun, pour faire rapide, à l'insu et au détriment des épargnants. D'accord ? Et évidemment, à l'insu, ça va de soi, des activités vertes. Et le problème aussi, qui sont... je ne sais pas si c'est plus grave, c'est que ça jette un discrédit pour la vraie finance verte. C'est-à-dire, si on se dit de toute façon, ça c'est du greenwashing, je m'emballe, c'est du greenwashing, du coup, on ne fait plus rien du tout. Bien. Alors, le problème, je l'ai déjà souligné, c'est que les fonds ISR et les fonds ESG ne sont pas nécessairement verts. Ils ne sont pas nécessairement verts parce qu'il y a le S et le G. Okay, mais au-delà de ça, la manière dont les fonds ESG sont faits peut poser problème. Par exemple, il y a l'approche best in class. Best in class, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un gestionnaire de fonds, sur un secteur donné, va sélectionner les entreprises qui ont les meilleures notes ESG. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont des bonnes notes ESG. Ça veut dire que c'est les meilleures. Donc ça peut être les moins pires. Okay, ça, c'est le premier problème. Il y a aussi les stratégies d'exclusion. Les stratégies d'exclusion, c'est quoi ? C'est-à-dire, par exemple, je ne veux pas de vente d'armes. Okay. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Mais ça ne veut pas dire que les entreprises que je garde, parce qu'elles ne font pas de vente d'armes, sont forcément bonnes. Okay. Donc, il y a des problèmes dans ce critère-là. Alors, les garde-fous. Les garde-fous, c'est quoi ? C'est les labels octroyés par les organismes indépendants. Okay. Alors, évidemment, il y a des problèmes. Il faut avoir confiance dans l'indépendance du label. Et puis surtout, il faut qu'on s'y retrouve. Trop de labels tue le label. Okay. Il y a les contrôles par les organismes privés, par les ONG, par les autorités de tutelle. J'ai cité Oxfam tout à l'heure. Il y a aussi un programme des Nations Unies sur la finance verte, que je cite sur mon slide, United Nations Environment Programme Finance Initiative. La transparence est un garde-fou, même si ce n'est pas la panacée, mais c'est important. C'est important pour que les épargnants comprennent. Alors, pourquoi ce n'est pas la panacée ? Ce n'est pas la panacée parce qu'il y a un problème de formalisme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand on oblige les gens à être transparents, ceux qui contrôlent la transparence vont plus contrôler le fait que ça a été dit que ce qui a été dit. Okay ?
Donc au final, on n'a pas tellement d'informations. Et autre problème, c'est bien de communiquer l'information, mais il faut que l'information elle soit claire, elle soit compréhensible, elle ne soit pas trop abondante. Donc il faut que ça soit utilisable par les épargnants, sinon ça ne sert à rien. Dernier problème, c'est bien beau tout ça, mais quelle est la responsabilité juridique? Okay, si je mens, si je ne communique pas, qu'est-ce qui m'arrive? Ou si je ne fais pas assez de verre, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, il y a le statut d'entreprise à mission qui a été créé par la loi Pacte, qui peut constituer une solution. Je citais Mirova tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a Danone aussi, qui est une société à mission. Je m'engage dans mes statuts, dans mon ADN à faire quelque chose, et du coup, si je ne le fais pas, mes actionnaires, mes clients peuvent saisir le juge. Okay. Il y a le recours pour inaction climatique, qui peut aussi être un recours devant le juge. Il y a un risque de réputation, qui inquiète énormément les acteurs financiers actuellement. Réputation, c'est-à-dire un rôle insuffisant face au changement climatique. Okay. Donc un problème réputationnel, mais il y a bien sûr le problème de l'apport de la preuve et de la causalité. Il y a des juristes dans la salle. Voilà, c'est clair. Alors, autre difficulté, cette fois-ci pour les banques. Okay. Pour une banque ou n'importe quel acteur financier qui veut effectivement financer la transition énergétique. Bien. Mais première étape, cet acteur, ce fonds, cette banque, cette plateforme de financement participatif doit savoir ce qui est vert. Qu'est-ce qu'on appelle vert? Bon. Alors, en 2020, l'Union européenne a publié une taxonomie verte, des activités vertes. Mais ça signifie qu'avant 2020, il n'y avait aucune taxonomie. Donc, c'était très flou pour les banques, pour les acteurs financiers, et en plus, chacun pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Bon. Donc, catégorisation des activités vertes et en plus, très important, une obligation de reporting pour les entreprises non financières sur leurs activités de ESG. Okay. Alors, la mise en place de cette taxonomie est complexe. Hein. Il y a eu des débats politiques, hein, fruit de négociations politiques. Le plus bel exemple étant évidemment le nucléaire. Est-ce qu'on met le nucléaire dans le vert? Oui, non. Le gaz aussi. Le gaz. Bref. Alors, on peut penser que ce n'est pas figé dans le marbre et qu'il va y avoir des modifications, notamment suite aux événements géopolitiques qui surviennent et qui peuvent encore survenir. Okay. Donc ça génère des incertitudes et une difficulté pour les acteurs financiers pour travailler. Premier écueil. Deuxième écueil, même une fois qu'on sait ce qui est vert, il faut mesurer. Vert clair, vert foncé, vert pâle. Bon. Alors, premier enjeu, la mesure du bilan carbone. Un peu autre chose, mais le bilan carbone. Quelle émission de gaz à effet de serre considère? Alors, il y a un autre concept qui est très important, c'est scope 1, scope 2, scope 3. Est-ce qu'on regarde, scope 1, uniquement ce qui est produit directement par l'entreprise, donc l'utilisation directe d'énergie fossile? La seule chose qui est obligatoire dans un bilan carbone. Ou est-ce qu'on regarde aussi les émissions indirectes liées à l'achat, à la production d'électricité? Ok, donc j'utilise de l'électricité, est-ce que c'est une électricité carbonée, pas carbonée, etc. Scope 3, les émissions indirectes, par exemple, le transport des salariés. Parce que je suis au milieu d'un endroit où il n'y a pas de transport en commun, tout le monde doit prendre sa voiture longtemps, des clients. Le matériel informatique, comment je gère la fin de vie de mes produits, etc. Donc selon qu'on regarde le scope 1, le scope 2, le scope 3, on n'arrive pas du tout au même bilan carbone, à la même notation, à la même évaluation des gaz à effet de serre. D'accord ? De la même manière, la mesure de l'impact est très complexe. Elle est importante, mais elle est très complexe. Comment je mesure l'impact d'un investissement? Comment je mesure l'impact du financement d'une épicerie en vrac? Comment je mesure l'impact de l'utilisation d'un âne pour labourer un champ, par exemple? Okay. Bon, des types de projets qu'on trouve sur Mimosa, par exemple. C'est difficile. Faut mettre en évidence un lien de causalité, etc. Esther Duflo, qui a eu le prix Nobel d'économie, a travaillé là-dessus, a apporté des techniques pour essayer de mesurer l'impact d'une mesure. Okay. Alors, pour mesurer ce qui est vert, il faut aussi avoir accès aux données. D'accord ? Et donc, un autre enjeu hyper important, c'est l'accessibilité des données qui sont émises par les entreprises, sans quoi les banques, les investisseurs, enfin, les fonds ne peuvent pas travailler. Alors, la finance à impact est du coup très bénéfique, puisque par essence, elle-même produit ces mesures d'impact. Okay. Mais ce n'est pas le cas des autres entreprises et des autres fonds. Donc, l'Europe a mis en place une directive NFRD qui oblige, depuis 2020, les entreprises cotées, celles de plus de 500 salariés, à communiquer sur leur ESG.
et sur leur impact environnemental en suivant la taxonomie verte. Alors ça, évidemment, c'est très riche pour les banques et pour les fonds d'investissement, parce qu'elles peuvent enfin savoir ce qu'elles financent. Parce qu'on est bien d'accord, hein, tant qu'on ne sait pas quel est l'impact d'une société, c'est extrêmement difficile de réallouer le capital vers du vert. Okay. Donc la taxonomie européenne doit être utilisée par ces entreprises de plus de 500 salariés pour indiquer leur impact environnemental. Alors, petit souci, ça prend du temps, et elles ont jusqu'en 2024. Donc c'est dans 2 ans, donc c'est long. Ah, évidemment, un autre enjeu important, c'est la véracité, je vous jure, j'en ai plus pour longtemps, la véracité des déclarations ESG de la part des entreprises financées. Parce que si les entreprises qu'on finance font aussi du greenwashing, ce n'est pas très facile pour les banques. Okay, bien. Donc il y a énormément d'institutions qui se développent pour les notations ESG. Comment évaluer les risques? En finance, on a besoin d'évaluer les risques. On a besoin d'évaluer le risque de crédit des acteurs auxquels on prête quand on est une banque, ou une plateforme de crowdfunding, et on a besoin d'évaluer un actif financier, donc son risque, quand on intervient sur les marchés financiers. C'est nécessaire à la finance. Okay. Le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile pour les acteurs financiers d'évaluer ces risques. Et notamment parce qu'il est extrêmement difficile de prévoir les conséquences du changement climatique sur les actifs financiers, sur les risques de clients, pour plusieurs raisons. D'abord, on l'a vu tout à l'heure dans les graphiques, il y a une forte incertitude sur l'augmentation des températures d'ici 2030, 2050, 2100. Okay. Ensuite, le réchauffement climatique en lui-même accroît l'incertitude puisque les événements extrêmes ont des probabilités d'apparition plus importantes. Et ça pose un gros problème aux assurances, aux financiers, etc. Ensuite, il est extrêmement complexe d'évaluer l'impact du changement climatique sur le risque de crédit des clients, là parce que c'est nouveau. Donc les modèles actuels utilisés d'évaluation en finance de marché et de crédit doivent être recalibrés. Okay. Mais surtout, il faut des nouveaux modèles d'évaluation. En fait, les banques et le secteur financier est face à une inconnue qu'ils n'arrivent pas à évaluer. Okay. Alors, face à ça, on sait, hein, parce qu'on les observe depuis des siècles, que les marchés financiers sont très court-termistes. Par contre, l'économie bancaire nous dit que les banques, elles sont plus aptes, pour tout un tas de raisons, à mieux financer que les marchés financiers les projets de long terme. Ce qu'on appelle les actifs spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut difficilement revendre, etc. Donc peut-être que les banques peuvent jouer un rôle dans leur activité de crédit, hein, mieux que les marchés financiers. Pour finir de nuancer mon propos, je parlerai du risque climatique subi par la sphère financière. J'ai parlé du rôle de la sphère financière pour financer la transition, mais maintenant, qu'est-ce qui va leur arriver à tous ces acteurs de la sphère financière suite au réchauffement climatique ? Pas mal de risques financiers. Le risque de réputation, j'en ai déjà parlé, hein, c'est le risque d'être accusé d'inaction climatique. Le risque physique et le risque de transition. Ça, c'est quoi ? C'est en fait les risques dont j'ai parlé sur ma diapo d'avant. C'est le fait que la modification de l'environnement va entraîner des pertes importantes sur les crédits déjà octroyés et ceux à venir et sur les titres financiers, dû notamment aux défaillances des clients, les agriculteurs notamment, mais évidemment pas que. Les pêcheurs. Le risque de transition, c'est le risque de perte liées aux nouvelles réglementations, par exemple. Il y a une incertitude réglementaire. Je disais que la réglementation bouge tous les ans, tous les mois, etc. Il y a des risques de perte liés à des modifications brutales dans l'évaluation des actifs, ce qu'on appelle les actifs échoués. Là, en ce moment, les actifs pétroliers sont hyper évalués. À un moment, ça va tomber, ça va entraîner des chutes très, très fortes. Et puis, il y a un risque systémique climatique. Un risque systémique, c'est quoi ? C'est un risque d'effondrement global du système bancaire, ce qu'on a eu un peu en 2008. Hein, parce que le climat va toucher toutes les banques et tous les marchés financiers en même temps. Okay. Donc, c'est surveillé par le Financial Stability Board. Bon, espérons qu'on peut être rassuré. La réglementation prudentielle européenne, donc celle qui veille à la résilience des banques, est en train de mettre en œuvre l'obligation pour les banques de mesurer ces différents risques, de manière à ce que les banques deviennent plus résilientes face au risque, hein, en augmentant leur financement par action pour être plus solides à moins de dettes. Conclusion.
Merci de votre attention, j'ai beaucoup parlé. Peut-on être optimiste? Alors, je ne sais pas si on peut être optimiste. Bon. Ce que je sais, c'est que tous les acteurs que j'ai cités modifient leurs pratiques. Okay. Peut-être pas assez rapidement, mais en tout cas, tout le monde modifie ses pratiques. Deuxième élément, tous les risques climatiques que je viens de citer rend plus urgent pour le système financier lui-même de modifier son mode de fonctionnement et de verdir leur bilan. C'est-à-dire que le risque climatique sera encore plus important pour les banques si elles ne font rien aujourd'hui. Donc elles se sentent concernées directement. Bien. Autre point positif, c'est qu'à côté des acteurs traditionnels, qui sont en mouvement lentement, il y a des acteurs nouveaux, jeunes, dynamiques, qui sont nés pour changer les choses. Bon, ils ne drainent pas encore beaucoup d'épargne, mais on peut quand même fonder un espoir sur eux. Dernier point, la réglementation, je l'ai dit plusieurs fois, met l'accent sur la transparence et responsabilise l'épargnant. Donc, je conclue avec cette phrase. Face aux enjeux climatiques, nous avons tous un rôle à jouer. Il ne faut pas tomber dans le triangle de l'inaction, se dire ah, les banques c'est à elles, l'État c'est à lui, les entreprises c'est à elles. On est tous, pas forcément épargnants beaucoup, mais on a tous un compte en banque, donc c'est vrai qu'on peut choisir notre banque, on peut choisir notre livret, on peut choisir notre épargne, on peut choisir ce qu'on veut. Donc c'est entre nos mains. Je vous remercie beaucoup. Alors, on a le temps de quelques questions. Je ne sais pas qui souhaite faire un commentaire, poser une question. Oui, j'ai passé le micro. Merci, bonsoir. Je suis Roland Bollet, je suis venu vous écouter, comment je pourrais dire, au travers de deux de mes fonctions. Je suis président de l'Université ouverte Agré et je suis également membre de l'Association française pour les Nations Unies. Alors j'essaie de suivre, tant que faire se peut, tous ces grands sujets. Tout d'abord, félicitations pour votre conférence. J'ai retrouvé beaucoup de choses, actualisées en particulier. J'ai un avis à vous demander. Concernant les banques et le financier en général, vous l'avez très bien expliqué, il a été fortement réglementé depuis la crise financière de 2008 et ce n'est pas terminé. Tout ça très bien, vous êtes allé jusqu'au client qui peut jouer son rôle. Mais j'ai le sentiment que les politiques ne sont pas tout à fait pour aller plus loin, même en désaccord un petit peu avec toute cette réglementation, puisque les politiques eux-mêmes ne se mettent pas d'accord sur bien des choses, ou les engagements qu'ils prennent, ils ne les respectent pas. J'ai le sentiment d'un grand désordre quelque part. Quel est votre avis sur le sujet ? Alors, un grand désordre. Vous parlez de l'Union européenne, de la planète, du monde, de la France Alors, l'Europe, les directives, là, on est d'accord, elles viennent d'être votées par l'Union européenne. Okay. Ursula von der Leyen a des engagements. Alors là, effectivement, je suis d'accord, ils les respectent peu, mais l'Europe traverse une crise politique, une crise énergétique, une crise agricole. Donc oui, sans doute, les lobbies en ont profité pour dire la réforme de l'agriculture, là, ça a pu être possible, on continue l'intensif sur le blé, là, le pétrole, je suis d'accord. Mais je préférerais me permettre de dire si les politiques respectent leurs engagements ou pas quand nous serons loin de la crise politique qui... Enfin, je peux dire oui, ils ne respectent pas, mais enfin, c'est une situation quand même qui est très particulière, quoi. Mais bon, vous m'avez demandé mon avis, je le donne.
Peut-être suis-je naïve, mais j'ai envie d'être optimiste. Donc, il y a des engagements qui ont été pris. Okay. Alors, on peut dire que depuis les années 70, des engagements sont pris, ils ne sont pas tenus. Je me dis que là, les gens prennent conscience quand même de l'urgence et que les politiques, alors si eux-mêmes ne changent pas, peut-être qu'il y aura une pression des peuples pour faire quelque chose. Et peut-être que les peuples vont rappeler aux politiques leurs engagements. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Alors, merci pour votre conférence. J'ai une question par rapport à tout ce qui est monnaie numérique. On sait que justement vis-à-vis du secteur bancaire, vous avez évoqué les néobanques. Et les néobanques amènent nécessairement les monnaies numériques. Et justement, quel est le rôle des monnaies numériques vis-à-vis du changement climatique? Alors, les néobanques n'emmènent pas forcément les cryptoactifs, mais peu importe. Alors, il y a plusieurs choses sur les cryptoactifs, les monnaies numériques. Alors, il y a tout d'abord, effectivement, leur consommation carbone. Alors, là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont faites, puisque la finance décentralisée repose sur la blockchain, qui pour le moment repose majoritairement sur un système de minage qu'on appelle la proof of work, qui est très consommatrice. De plus en plus de monnaies, de système de blockchain, donc Ethereum, là, qui vient de faire son merge, passe sur de la proof of stake, qui est énormément moins consommatrice. Alors, on perd en décentralisation et donc en autonomie, mais on gagne énormément en émissions de carbone. Okay. Donc ça, c'est ma première réponse par rapport à l'émission, la pollution de la blockchain. Par rapport au financement des projets, les crypto-actifs, notamment le Bitcoin, permet des financements de projets qui seraient impossibles sinon. Par exemple, l'UNICEF, dans les camps de réfugiés, utilise les téléphones et le Bitcoin pour financer des choses. Donc si on regarde l'utilité apportée par la monnaie numérique, elle est importante. Elle peut financer des projets solidaires, ce genre de choses. Donc, à nuancer. Voilà ma réponse. Ça vous va? Ouais. Bonjour, Franck Grigy, simple citoyen et puis actif dans la sensibilisation aux questions climatiques. Justement, sur cette diapo des objectifs du développement durable, c'est juste un complément d'information que je voulais faire. Un rapport conjoint du GIEC et de l'IPBES, pour ceux qui ne connaissent pas l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, a remis un petit peu en cause certains des éléments de ces 17 objectifs de développement durable, notamment l'énergie propre et d'un coût abordable, puisque quand on a beaucoup d'énergie, on a un pouvoir de transformation de notre environnement qui est important. Voilà, c'est juste un exemple. Et puis je voulais aussi parler d'un élément qu'on n'a pas évoqué, qui est la sobriété. On a parlé des rapports du Shift Project, et ils ont notamment fait un rapport sur l'aviation qui montre bien qu'on n'a pas aujourd'hui de perspective technique, même en incluant de nouvelles technologies au niveau de l'aviation, pour poursuivre le développement de ce secteur d'activité. Voilà, c'était juste une parenthèse. Merci. Merci. Bonjour, merci pour la conférence. Anthony Poulain, je suis adjoint à la maire en charge des finances. Je voulais juste réagir sur l'aspect un peu contraindre les politiques à agir. Je ne serai pas un politique national ou européen, mais en tout cas au niveau local, on a aussi la possibilité de faire des choses, puisque quand on emprunte aussi, les collectivités, et nous avons à Besançon fait le choix de n'emprunter qu'auprès d'établissements qui s'engageaient dans un certain nombre de domaines, et notamment dans le domaine des investissements en matière de charbon, d'énergie fossile. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis sur la table. Il y a maintenant une dizaine de collectivités qui vont
nous rejoindre, et il y aura un certain nombre d'annonces dans le cadre des prochaines COP pour inviter l'ensemble des collectivités françaises à faire pareil. Quand vous êtes tout seul, c'est compliqué, mais quand vous commencez à mettre Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg autour de la table, ça commence à parler d'un point de vue financier, mais c'était pour rejoindre cette note d'espoir. Il y a encore une possibilité de le faire et de s'appuyer sur ceux qui savent le faire, à savoir les ONG. Je m'appuie sur Oxfam ou Reichlam Finance, l'ONG de Lucie Pinson qui mène un très bon travail en la matière. Mais j'avais une question, oui. Je ne sais pas si on est revenu dessus, mais sur la spéculation autour de ces produits. Oui. Puisque moi, c'est la principale crainte que je peux voir par le fait même que ce sont des produits financiers, et comment tout cela est... est-ce qu'il y a une régulation possible et de quelle manière? Alors, merci beaucoup pour cette question. En fait, on assiste depuis des siècles, j'ai envie de dire, à une espèce de course, attrape-moi si tu peux, entre le régulateur et les marchés financiers. Alors, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que, pour aller dans le sens de votre scepticisme, c'est que la créativité de la sphère financière, là, on est bien d'accord, hein, je ne parle pas des banques de réseau, hein, je parle vraiment des marchés financiers, on est d'accord. Leur créativité est sans fin, quoi, et extrêmement rapide. Et c'est vrai que le régulateur court toujours un peu après, hein, c'est donc catch me if you can. Surtout qu'au niveau de l'Union européenne, on est 27, donc le temps qu'on se mette d'accord, hein, pour rejoindre un petit peu votre question, même si on veut, c'est compliqué de toute façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on assiste à des cycles. C'est-à-dire que, prenons par exemple la crise de 29, elle a abouti, je vais prendre les États-Unis parce qu'on connaît mieux l'histoire américaine en finance que celle française, on a abouti à une régulation assez forte mise en place par Roosevelt en 1933, qui a été détricotée petit à petit. C'est M. Clinton qui a apporté le coup de grâce en 1999, pour aboutir, parce qu'il y a quand même un lien causal, je pense, enfin c'est étayé par la science financière, à la crise de 2008. Barack Obama a re-réglementé et Donald Trump a détricoté la réglementation mise en place par Barack Obama. Alors, en Europe, hein, vous disiez tout à l'heure, effectivement, ce qui a été mis en place depuis 2008 à 2010 n'a pas été assoupli, quoique il y a quand même des volontés de Bruxelles et parfois de Paris d'assouplir la réglementation. Voilà. Donc, il faut rester, enfin, je pense qu'il faut rester vigilant. Je prône pas une réglementation forcément très forte des marchés financiers, mais effectivement, les faits montrent que dès qu'on déréglemente les marchés financiers, on a quand même une crise. Je me tourne vers mes collègues financiers. On a une crise qui suit pas très loin, quoi. Donc, est-ce que la réglementation financière peut réduire ces risques ? J'espère, mais ce que j'espère surtout, c'est que le politique, pour rejoindre ce que disait monsieur, sera assez fort pour mettre en place une vraie réglementation, qui ne sera pas parfaite, qui laissera forcément des trous dans la raquette, mais qui permettra comme de contenir, enfin, je l'espère. Voilà. Mais les lobbies sont forts, hein. Le lobby du pétrole, le lobby du pétrole, c'est comme le lobby de la cigarette, hein. Ils ont ils ont embauché des scientifiques pour montrer qu'il n'y avait pas d'impact. Et le lobby financier, il est très fort aussi, hein. Ils tiennent l'économie, donc espérons. Mais voilà, on a cette vague qui va continuer, je pense. Merci. Alors, une toute dernière question. Merci bien. Bonsoir, merci pour votre conférence. Juste une petite question, c'est qu'on parle justement là, actuellement là, de lobby et même de questions sociales. On a une guerre sur le plan européen, même le plan mondial, une petite guerre entre guillemets, on pourrait dire carrément une croisade contre le nucléaire, contre l'énergie nucléaire. Et donc bon, on l'a su avec tout ce qui s'est passé avec Tchernobyl ou autre, les risques que le nucléaire peut causer. Mais est-ce que justement les lobbies sociaux qui s'opposent au nucléaire nous mèneraient pas aussi à certains problèmes, on va dire énergétiques, comme on l'a vu avec l'Allemagne qui exploite le charbon actuellement, ou des choses quand même qui sont assez graves à ce niveau-là? Mais on se retrouve à un stade où, à force de retirer le nucléaire, il nous rapporte quand même énormément d'énergie, que ce soit même, on prend l'exemple de la France, sur le cas français,
avec Fessenheim, la fermeture de Fessenheim, tout ce qui va avec. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers peut-être des crises énergétiques dans certains cas, ou alors justement des besoins d'apport énergétique venant d'autres pays? Alors, c'est compliqué, parce que demander un avis sur la politique énergétique française et le mix énergétique. Alors, si on suit votre lecture, effectivement, on peut dire que François Hollande puis Emmanuel Macron ont écouté les écologistes anti-nucléaires et ont fermé Fessenheim pour ça. C'est OK. Et que suite à la fermeture de Fessenheim, on a été dans l'obligation, dans l'État français, et la ministre de la Transition énergétique, de rouvrir une centrale à charbon. Bon, c'est une seule. Je ne suis pas sûre qu'elle remplace seule Fessenheim. Déjà. Tout est une question d'arbitrage. Où le nucléaire comporte des risques. Okay. Mais le nucléaire assume effectivement la souveraineté énergétique, donc l'indépendance vis-à-vis des pays, ce que vous êtes en train de citer, et tout un tas de soucis, mais émet moins de gaz à effet de serre que le charbon. Okay. Donc après, voilà, chacun, il y a je sais que dans la salle, il y a des gens qui sont anti-nucléaires, voilà, il y en a qui sont pro-nucléaires, c'est un débat. J'ai bien envie de dire, pour rejoindre la question de monsieur tout à l'heure, la solution, elle est dans la sobriété. C'est en ayant moins besoin d'électricité. De toute façon, de produire de l'électricité pose problème. L'utilisation de l'énergie, quelle qu'elle soit, pose problème. C'est ce que vous disiez par rapport aux ODD aussi, monsieur. Donc, voilà. Bon, si vous voulez mon avis à moi, il n'apporte peu. Mais oui, je pense que l'urgence, c'est d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Donc moi, je pense qu'il faut mieux privilégier le nucléaire que le charbon. Voilà, c'est mon point de vue. Et je pense qu'il faut être sobre. Voilà. Merci. On va arrêter là-dessus. On va te remercier encore une fois beaucoup pour merci à vous pour votre passionnante. présence et votre patience.